En manchette ce soir, un manque de classes préscolaires dénoncé. Un bras de fer entre le syndicat et le centre de service scolaire Arikana. La tension monte d'un cran autour de l'itinérance à Rwanda. C'est pas le fun parce que si tout allait bien, on ne serait pas là à faire cette rencontre-là. Et vers un nouveau service de sage-femme dans la région. Plus d'une femme sur deux souhaiterait pouvoir accoucher dans un lieu autre que l'hôpital. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Au début du mois d'avril, le centre de service scolaire annonçait la fermeture de 2 classes à l'école de Berry. Et voilà qu'aujourd'hui, les contrats d'annoncer d'autres coupures qu'Emilia La Liberté explique. Une douzaine d'enfants ne pourront pas avoir accès au programme préscolaire 4 ans dans leurs localités respectives de Saint-Marc, La Corne et Berry dès la prochaine rentrée scolaire. Le centre de service scolaire Arikana explique cette situation par la pénurie d'enseignants et l'équité des services éducatifs. En fait, il faut savoir que la fréquentation à la maternelle, c'est pas obligatoire. On offre le service maternel 4 ans et maternel 5 ans et on l'a dans tous les milieux, mais à chaque année, en milieu urbain comme en milieu rural, mais surtout en milieu urbain, on refuse des clientèles. On va avec des critères, le besoin de l'élève et aussi s'il y a un service de garde qui est offert aux parents qui est reconnu. Le syndicat des enseignants de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue s'inquiète gravement des orientations que prend le centre de service scolaire. Ce qui nous a préoccupés, en fait, c'est qu'ils ont mis la hache littéralement là, dans le préscolaire 4 ans et 5 ans, et notamment là, dans des milieux défavorisés. Donc, on parle de villages là, qui ont des indices de défavorisation de 9 ou 10 sur une échelle de 10. La présidente du SEJAT explique que l'enjeu pose problème tant pour les familles qui sont privées du service à proximité que pour les enseignants qui pourraient possiblement être réorientés. On a des coups de fil d'enseignantes qui sont préoccupées. Des enseignantes qui avaient, par exemple, une classe de préscolaire et là, qui sont mises en surplus, qui ne savent pas du tout ce qu'elles vont faire l'année prochaine. Donc, c'est quand même particulier de donner comme motif la pénurie de personnel, alors que ce que ça a comme effet, c'est de mettre une enseignante en surplus. La directrice du secrétariat général du CSSH veut tout de moins rassurer les parents. Elle affirme que les écoliers vont pouvoir fréquenter le préscolaire 4 ans dans une autre école de l'Arikana où le programme est offert. C'est un processus qui arrive à chaque année, qu'il y a des parents qui n'ont pas de place. On offre par contre d'autres services, comme par exemple Passe-Partout, qui vient aider à l'intégration de l'élève au préscolaire. Le centre de service scolaire Arikana compte faire une relecture des besoins en vue de la prochaine rentrée scolaire dès le mois d'août et devrait à ce moment annoncer si l'ajout de classe est nécessaire. Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Amos. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, croyez-vous qu'il y a un manque de classes préscolaires dans votre secteur? Vous avez répondu non à 57%. Les propriétaires de boutiques et de commerces de Rwanda ont exprimé leur mécontentement grandissant envers le nouveau refuge pour itinérants au centre-ville. Et Alexandre, différents intervenants en ont justement parlé hier soir. Oui, c'est le cœur gros que les propriétaires et les usagers du centre-ville se sont adressés à chacun des panélistes qui représentaient soit la Sûreté du Québec, le CISAT, la Ville et l'organisme chapeautant le refuge. La rencontre était donc le signe qu'une problématique se dessine autour de l'emplacement choisi pour le refuge de la Maison du Soleil Levant. D'autant plus que la plupart des personnes qui se sont exprimées au micro ont déploré que ce choix n'avait pas été fait de concert avec les commerçants et les résidents du secteur. C'était ce qui ressortait le plus, l'incompréhension envers le lieu du refuge. J'ai entendu des citoyens qui témoignaient de leur peur de fréquenter le centre-ville, comme quoi ils ne s'y sentaient tout simplement plus en sécurité. Des propriétaires à vif évoquaient une situation, selon eux, décourageante. À ce sujet, les intervenants du milieu ont bien fait comprendre que c'est une question d'accessibilité et de ressources, et que le quotidien d'une personne en situation d'itinérance, ça se passe, règle générale, dans les centres-villes urbains. Sur ce, je vous laisse écouter Guillaume Daringuez de la Maison du Soleil Levant, suivi du conseiller municipal du secteur Rouyn-Sud. La société habite des gens qui ont des fonds de pension menacés par les itinérants et des gens qui sont itinérants et auxquels on essaie de donner
un petit mieux-être. Voilà. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. La réalité émerge, je pense, au vu et au su de beaucoup de gens. Je dis simplement, nous vivons tous sur un territoire donné. Comment on va essayer les uns les autres de mieux s'appréhender? C'est pas le fun parce que si tout allait bien, on n'en serait pas là à faire cette rencontre-là. Mais dans le contexte, mieux vaut une bonne discussion collective, ouverte et franche. Je pense que la franchise, elle était tout à fait là. Là, il y a un premier coup de barre qui va avoir lieu dès cet été avec l'arrivée d'un plan d'action concret qui comprend 4 axes, soit la sensibilisation, la concertation, la sécurité et l'animation du centre-ville. Ainsi, on va tenter de répondre aux vœux et aux plaintes des usagers qui disent ne plus reconnaître leur centre-ville. Je tiens d'ailleurs à souligner que le nombre de personnes en situation d'itinérance à Rouyn-Noranda a triplé depuis 2016, selon la Maison du Soleil-Levant, et qu'à moyen terme, le redéménagement du refuge n'est pas écarté. Je vous laisse écouter l'agent Ardouin de la Sûreté du Québec, suivi du vice-président de la Société de développement commercial de Rouyn-Noranda. Assurément, ce que je veux, c'est inciter les gens à dénoncer de la criminalité dont ils sont victimes, dont ils sont témoins, pour que nous autres, on puisse s'y attaquer de la bonne façon. On balaye rien du revers de la main, on analyse, on est encore en phase d'analyse. Comme je dis, on a déjà des décisions de prise, des enlignements de données. Par contre, tout ça peut être modifié, peut être corrigé. Si on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place, on peut s'améliorer, c'est ce qu'on veut, c'est être le meilleur possible. Je pense que ça va faire une différence. On va le voir assez vite à quel niveau. Est-ce que ça va être une grande différence? Je ne pense pas. L'itinérance augmente depuis des années, puis ça va continuer, fait qu'il faut penser à long terme. Prochaine date à surveiller, c'est le 14 mai, alors que le comité se rencontrera de nouveau. Il devrait alors y décider le plan d'action en vue de la saison estivale chargée qui s'en vient au centre-ville de Rouyn-Noranda. Merci Alexandre. En santé maintenant, le comité Objectif Sage-Femme Abitibi-Témiscamingue profite de la journée internationale de la sage-femme prévue dimanche qui vient pour annoncer officiellement l'implantation de services à travers la région. Yvon Moreau en a parlé justement avec la responsable Jessica Boulanger, mais d'abord avec la documentariste Claudie Simard. Alors Claudie Simard, parlez-moi un peu là, de ce film, de ce documentaire qui s'appelle « Sage et rebelle ». Le film, il est pour la pratique sage-femme, il est pour les mettre en valeur, il est pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est, parce qu'on pense qu'on sait ce que font les sages-femmes et qui elles sont, mais on a tout faux. Comme bien des gens, j'avais énormément de préjugés. Il n'y avait pas de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue à ce moment-là, au moment où j'ai eu mes enfants. Je ne les connaissais pas. Je pensais que c'était des accompagnantes à la naissance ou que c'était un service privé, donc payant. En faisant mes recherches, en Mauricie d'abord, parce que j'ai quitté l'Abitibi-Témiscamingue pour aller en Mauricie en 2015. Et là, en côtoyant des sages-femmes à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait tout un pan de mon éducation sur la naissance qui était manquant. Et j'ai voulu partager ce que j'avais appris avec les gens. Et de là est née la quête de connaître les sages-femmes, de les faire connaître et par le biais de faire la paix avec mon propre accouchement finalement. Madame Boulanger, c'est l'aboutissement de tout ça, là, quand même, de 2 décennies d'espoir dans notre région. Ça a été une démarche conjointe avec le groupe citoyen et la Ville de Val-d'Or afin de faire connaître davantage les services de sage-femme qui sont en déploiement dans la région. Donc, ce n'est pas des services qui sont encore disponibles. Présentement, le CIS est en exploration d'un lieu. On aurait ciblé un lieu. On est en train de s'assurer qu'il est conforme au niveau des normes de sécurité pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse déployer en fait un modèle novateur dans la région. Fait que ça serait, oui, les services sages-femmes, mais dans les mêmes lieux qu'avec la périnatalité et petite enfance, qui est un modèle, ça va être une première au Québec qu'on va de l'avant pour vraiment rendre encore plus accessible l'ensemble des services. Et également qui fait écho au plan d'action en périnatalité du ministère qui a été dévoilé là, à la fin mars dernier. Donc, on s'enligne pour pouvoir déployer, rendre disponibles ces services-là à l'automne 2024 qui va permettre en fait à la population de pouvoir, dans la MRC de la Vallée de l'Or, qu'on va débuter, avoir accès à un suivi complet sage-femme pour la grossesse, le postnatal, le choix du lieu de naissance. Donc, vraiment, notre objectif, c'est d'offrir le choix à la population, donc de bonifier la première ligne.
Le comité citoyen avait déposé une pétition avec plus de 1000 noms en 2015 au 6. Et même avant ça, plus que je fouille un peu dans l'histoire, je découvrais que même avant ça, il y avait eu d'autres groupes qui ont milité. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Donc, moi, quand je suis arrivée dans le rôle de chargée de projet en 2021, moi, je me suis dit, on va aller voir qu'est-ce que la population souhaite. Ce qui m'a été mis en lumière à travers un sondage, c'était auquel on s'attendait à avoir 200 répondantes. On en a eu plus de 1000 en 2021 de femmes en âge d'avoir des enfants qui nous ont nommé que près de 40% souhaiteraient pouvoir avoir accès à un suivi complet sage-femme, alors que selon le ministère, dans ses sondages en 2005, il avait chiffré ça à 10% avec un sondage similaire. Et plus d'une femme sur deux souhaiterait pouvoir accoucher dans un lieu autre que l'hôpital. Donc, le fait d'arriver et d'offrir ce choix-là, c'était vraiment nécessaire. Ils vont commencer aujourd'hui au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et Kimberly, c'est l'occasion pour plusieurs personnes d'en savoir un peu plus sur l'industrie de ce métal. Absolument, Mélissa. Au courant de la journée, il y aura des ateliers, des conférences ainsi que des séances d'information qui seront offertes au public. Et le tout est organisé par l'Institut en mines et en environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on peut en apprendre autant sur la fabrication, l'extraction ou encore l'affinage du cuivre. Et au courant de la journée, il y aura plusieurs experts qui vont prendre la parole pour partager leurs connaissances sur les pratiques minières du cuivre. Donc, je vous laisse écouter quelques exemples d'invités, qui étaient sur place. Je peux commencer avec M. Philippe Mackey, là, qui est un consultant notoire dans l'industrie du cuivre, qui a travaillé ici à Rouyn-Noranda dans les années 70 sur le design de certains réacteurs. C'est après une rencontre avec lui qu'on a eu l'idée de l'événement. Donc lui, il consulte encore à travers le monde là, différentes fonderies et autres installations dans le cuivre. On a aussi quelqu'un du COREM, un centre de recherche en traitement de minerais qu'on a à Québec, qui va venir nous parler de traitement de minerais. Et ensuite, un expert consultant aussi au niveau de la pyrométallurgie spécifiquement. Alors, vraiment, on a ratissé large là, pour essayer de remplir les différents créneaux de la filière. Et Kimberly, il faut le dire que c'est quand même la toute première édition de cet événement. Tout à fait, Mélissa. Cet événement a été créé dans le cadre de la semaine minière qui est justement en cours jusqu'au 5 mai prochain. Et il y avait quand même de l'engouement dans la salle puisque lorsque j'y étais ce matin, il y a environ une centaine de personnes qui étaient présentes pour l'événement. Et plusieurs experts ont pris la parole pour répondre à toutes sortes de questions, dont est-ce que ce métal va augmenter ou encore allons-nous manquer de cuivre dans le futur? Donc, voilà. Donc, je vous laisse écouter Jean-François à nouveau. Jean-François Boulanger à nouveau. Et ce soir, on va avoir un événement grand public. Là, à 17h30 et à 19h, on accueille les gens du quartier, de la ville qui veulent venir recevoir un condensé de l'information, mais aussi voir des objets de la filière du cuivre. C'est quoi un tuyau de cuivre? Oui, mais un concentré de cuivre, de quoi ça a l'air? Des minéraux, des belles roches. On a plusieurs géologues chevronnés qui vont être là avec leurs échantillons de roches, puis même des activités pour les enfants aussi. Donc, en plus des activités de ce soir, les journées du cuivre se poursuivent pour une dernière journée de demain. Donc, c'est une dernière demi-journée qui va avoir lieu de 8h30 à 11h30. Merci, Kimberly. Et d'ailleurs, on reste à Rouyn-Noranda puisque la ville dresse ses priorités en matière de parcs et d'espaces verts. Et en ce sens, elle interpelle les citoyens à se prononcer sur les investissements qui devraient être favorisés au courant des 10 prochaines années. La municipalité pourra par la suite déterminer avec son premier plan directeur des parcs et espaces verts les investissements nécessaires pour développer ces infrastructures extérieures. Jusqu'au 26 mai prochain, tous les citoyens sont invités à remplir un formulaire en ligne. L'heure est maintenant au bilan pour les 5 ans d'expérience Québec, la région Abitibi-Témiscamingue, et c'est plutôt positif. L'initiative a rejoint des milliers de personnes en France et en Afrique. Le but est de présenter les opportunités de formation professionnelle et d'emploi dans la région pour ainsi aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre. 323 élèves internationaux ont donc choisi l'Abitibi-Témiscamingue et ils ont eu leur diplôme dans l'un des 5 centres de formation professionnelle de la région. Ces étudiants venaient de 25 pays différents. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance.
Salut, c'est David Marin et tout de suite après la pause, revenez-nous parce qu'on va parler de mon projet Bouche à oreille qui passe la semaine à Rouen. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La MRC d'Abitibi a investi 150 000 $ dans 14 projets afin de dynamiser son industrie touristique locale et renforcer l'attrait de la région pour les visiteurs. Au total, la valeur des projets qui seront réalisés se chiffre à 530 000 $. Aussi, un nouveau volet entretien et réparation permettra d'aider les attractions existantes à se moderniser et rester compétitives. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, l'artiste David Marin est en résidence dans la région. David Marin, c'est un auteur, compositeur, interprète qui est parti dans une tournée de résidence à travers le Québec et les Maritimes pour chasser l'inspiration. Cette semaine, il est à Rouyn-Noranda, c'est l'Abitibi-Témiscamingue qui s'amuse et il va finir sa résidence ce samedi à 20h au Café-Bar L'Abstracto. Il reste des billets, tout le monde en région est bienvenu. Vous allez pouvoir entendre sa nouvelle chanson « Peut-être que » qui est née lors de ses dernières résidences. Et voici pourquoi David Marin a décidé de partir chasser l'inspiration à travers toutes les régions du Québec. C'est pour plein de raisons. Je voulais écrire des chansons pour l'album, puis j'avais envie de m'inspirer, en fait. Je suis comme quelqu'un qui a un genre de talent pour établir les premiers contacts. Fait que je me suis dit, en visitant les gens, je vais m'inspirer d'histoires autres que les miennes. Vous savez qu'il m'en est pas arrivé tant que ça pendant la pandémie. On était pas mal tous chez nous. Fait qu'il y avait ce côté-là. Puis en même temps, j'avais envie de monter un show solo. Ça fait plusieurs tournées que je fais en band. Puis donc, je travaille sur ces deux aspects-là. Comme chaque résidence, on finit avec un spectacle. Le spectacle solo avance en même temps. Fait que c'est un peu la raison pour partir. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. Qu'est-ce qui différencie l'Abitibi-Témiscamingue des autres régions dans un processus créatif comme ça? Écoute, c'est vrai que tout est assez différent. Je reviens, on dirait que je réponds tout le temps le milieu culturel, mais je trouve que c'est très vivant, la diversité, l'ouverture. Et puis il y a un côté aussi engagé. Qui fait partie aussi de moi, mon parcours. J'habite à Trois-Pistoles, on a aussi des enjeux environnementaux, puis je dirais que c'est ça. C'est des gens qui sont très communicatifs, fiers aussi. On en trouve un peu partout au Québec, mais je dirais que rouler aussi loin, traverser autant de forêts pour arriver dans vraiment une ville qui bouge, qui est dynamique, ça, c'est très inspirant, c'est sûr. Si on se croisait plus souvent entre les pôles de notre camp, d'une autre chambre d'écho, peut-être que... Il y a des gens qui me connaissent ici, je suis quand même venu quelques fois au FME. Donc, c'est un one-man show, donc c'est l'aspect vraiment l'essentiel de la chanson parce que c'est piano-voix ou guitare-voix, quelques petites machines des fois, mais c'est moi qui me raconte. Il y a toujours un moment plus unique qui va être juste ici, où il va y avoir quelque chose qui a rapport avec la semaine, peut-être des invités, des musiciens que j'ai rencontrés, qui sait. Fait que c'est ça. C'est vraiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vraiment, on plonge dans mon univers, puis pour ceux qui me connaissent, c'est de découvrir comment les chansons sont nées, en fait, dans leur plus simple expression. La beauté des spectacles solos, c'est que c'est toujours des soirées uniques, parce que j'ai une liberté. Je ne suis pas obligé d'avertir aucun musicien que je m'en vais par là ou par là. Fait que je pense que c'est un des points intéressants de venir voir un spectacle de David Marin.
Rousseau des Huskies de Rouyn-Noranda remporte le trophée Patrick Roy. Et d'ailleurs, son ancien entraîneur Patrick Roy a commenté cette victoire. On vous dit tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. William Rousseau des Huskies de Rouyn-Noranda remporte le trophée Patrick Roy, notamment auteur de 8 blanchissages cette saison, et reçoit cette récompense à titre de gardien de but de l'année. Maintenant entraîneur des Highlanders à New York, Patrick Roy a déclaré être très heureux que William soit le premier récipiendaire du trophée portant son nom. L'ex-instructeur des Remparts à Québec souligne, pour l'avoir dirigé pendant 3 saisons, que Rousseau est un fier compétiteur. On va parler d'un autre ski. Antonin Véraud est en liste lui aussi pour remporter le trophée Michel Brière. Il fait partie des 3 finalistes dévoilés aujourd'hui par la LHMQ. Ce trophée récompense le joueur le plus utile durant la saison régulière. À noter qu'avec 107 points, dont 36 buts et 71 mentions d'assistance, Antonin Véraud trône au sommet des pointeurs du circuit Cecchini. Le gagnant sera annoncé demain midi. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Justine, on a encore quelques jours de nuages. Ben oui, mais au moins le soleil s'en vient, ça c'est une bonne nouvelle. Mais avant, il va falloir passer à travers ce soir et cette nuit parce qu'on s'attend à des nuages et quelques averses dans la région avec des nappes de brouillard. Puis à travers tout ça, il va faire un minimum de 6 et 5 degrés. Pour demain, ce sera encore des nuages sur tout le secteur avec des averses en début d'après-midi et le brouillard qui devrait se dissiper le matin avec un maximum de 14 et 16 degrés. Et pour samedi, l'été commence enfin à s'installer avec un beau soleil et un maximum autour de 21 degrés. Là, ça va être le moment d'en profiter. Ah oui, ça c'est sûr. Merci Justine. Avant de se quitter, un avis d'ébullition d'eau est en vigueur jusqu'à nouvel ordre à la Sarre. La ville avise donc qu'il est important de faire bouillir l'eau pendant au moins 5 minutes et recommande à la population d'utiliser le moins possible l'eau du robinet. Sur ce, je vous souhaite passer une belle soirée et à demain.